Juste pour vous dire, on est par tout hasard un groupe de 3 Italiens. Donc on est tous Italiens, on est arrivés en France un jour et on travaille en France maintenant. Et je pense tous des franco-italiens, d'ailleurs, sauf erreur, non? Bah, je n'ai pas encore la nationalité française, moi. Okay. Non, mais oui, hein, d'accord. Non, mais c'est peut-être un point important pour moi parce que si j'ai une identité française, elle vient de la voile, des Glénans. Donc chaque fois que je dois expliquer qu'est-ce qui fait mon identité, c'est Paris évidemment, l'école normale et tout ça, mais quand je passe au Glénan, ça ouvre des portes qui ne sont pas ouvertes par ailleurs. Donc voilà, on va faire de la façon suivante, on va parler, je fais une petite introduction sur la question de l'invisibilité, et notamment de l'invisibilité de l'océan dans un contexte qui pour moi est très important, qui est celui des politiques publiques. L'invisibilité relative, évidemment, il y a une certaine visibilité, mais elle n'est pas encore la bonne. Et puis, je vais tout simplement dire qu'une partie de cette invisibilité vient d'une certaine méconnaissance. Et que nous, on est là, et en particulier des océanographes, aussi des biologistes, etc., on est là pour essayer de combler cette méconnaissance, pour informer des politiques publiques. Et là, c'est Sabrina Spike qui va nous éclairer. Et après, je reviendrai à la fin de sa séquence pour des considérations sur ce qu'on va faire de cette connaissance et comment pouvoir espérer de moduler des politiques publiques à l'aide d'un regard différent. Et les philosophes sont peut-être là pour cela. Ils sont là pour nous donner un changement de perspective, apprendre à négocier l'altérité, si je peux utiliser des termes un peu abstraits, et faire avec, et essayer de comprendre comment une différente représentation du monde, en particulier de l'environnement, peut rentrer et motiver une action différente, surtout dans le moment présent, qui est un moment relativement critique. Alors, juste pour le bonus track, donc les images que vous voyez ici, je fais pas mal de navigations et certains sont des terrains, même si ce ne sont pas des terrains au sens océanographique. Moi, je m'occupe de sciences sociales, sciences humaines et sociales. Et donc, mes terrains sont des terrains d'observation d'observation dès l'observation, en fait, de la façon dont les gens regardent et représentent l'environnement autour d'elles. Donc là, en l'occurrence, c'est une grosse régate océanique. C'est une traversée de l'Atlantique, ça s'appelle Atlantic Rally for Cruisers, la ARC 2019. Donc nous sommes sur un bateau qui s'appelle Albatros, qui est un Challenge 67. Donc c'est un bateau qui était construit dans les années 90 pour des régates qu'on ne fait plus, des régates autour du monde, mais contre les courants et contre les vents. Donc c'est un bateau qui navigue beaucoup auprès, qui prend beaucoup de coups et qui est une conception qui est totalement inouïe aujourd'hui. Il pèse 40 tonnes, alors qu'aujourd'hui, il y a des bateaux qui sont des mini-avions qui vont très très vite. Celui-là est très long. Et donc, on était 200 participants, 200 concurrents. Comme les bateaux étaient très lourds, les capitaines, donc la ARC descend des Canaries jusqu'à Saint-Lucia. Et on cherche d'attraper les alizés, qui sont une des grandes découvertes de la science de la Renaissance, en fait, pour la science occidentale. Les alizés qui sont des vents constants, qui sont le résultat de réchauffement de l'atmosphère, de la force de gravité et de la force de Coriolis, et qui soufflent de façon constante d'est en ouest, avec une intensité différente, variable. Donc là, on avait peu de vent et tous les troupeaux est parti sur une trajectoire très directe, parce qu'ils étaient tous plus légers, nous étions très lourds. Donc on a dû descendre presque aux îles de Cap-Vert. Les gens qui regardaient la régate à la maison pensaient qu'on s'était trompé tout simplement d'itinéraire, qu'on descendait au pôle sud, un sud plein, vraiment, 180. Et tout le monde partait vers Saint-Lucien. Et puis là, on a chopé des vents pas possibles. Enfin, c'est un alizé très, très bien en place. Et on est passé en caisse. Donc, tac, tac, tac. On a remonté tous les troupeaux et on est arrivé 11e sur 200. Donc, on est très fiers de notre résultat. Merci.
et deuxième de catégorie, ce qui est aussi pas mal, derrière des professionnels. Et alors, des choses magnifiques se passent. Comme vous voyez, donc moi j'ai fait 2 films. Un film qui est celui-là que je dois encore éditer, mais un autre film qui est plutôt un film que vous trouvez sur YouTube, chez Casati, Transat, blablabla. C'est un time-lapse. Et vous avez les loisirs de traverser l'océan en 15 minutes, parce que je faisais une prise de vue toutes les minutes. Et donc, vous voyez ce qui se passe sur les bateaux, ce qui m'intéressait, on voit les dynamiques. Et la chose que vous voyez, c'est que apparemment, il y a des moments très concités, des moments d'agitation totale. On ne peut pas entendre parce que c'est un time-lapse, les gens crient, ça part dans tous les sens. C'est un bateau particulier. Il n'y a pas un rouleur de fork, il n'y a pas d'un rouleur de grand voile, il n'y a pas de pilote automatique, donc il faut être toujours au poste, toujours à manœuvrer, etc. Donc il y a beaucoup d'agitation, mais puis il y a des moments d'extase, des contemplations où les gens ne font rien, se reposent. Et c'est dans ces moments que je fais le deuxième film. Donc le deuxième film, c'est juste des très longues prises de vue. Presque 100 personnes, c'est juste regarder le comportement des voiles, entendre les bruits de la voile. Et c'est des moments de méditation qui sont très importants et qui ont motivé une partie du livre que j'ai écrit. Donc, prendre le temps, prendre les loisirs d'observer l'océan par une négociation qui est faite vague après vague, décision après décision. Et c'est un peu l'arrière-plan de ce que je vais dire. Très rapidement, ce que je veux dire, c'est que moi, je dirige un institut, l'Institut Jean-Nicot, qui s'occupe essentiellement de représentation mentale de l'environnement, de la société, comment nous construisons notre rapport au monde, comment nous prenons des décisions, comment nous expliquons les comportements. D'un point de vue très théorique, on a en face un centre de recherche plus expérimental, donc nous faisons la partie plus théorique. Et donc on construit des modèles, des théories, on essaie de représenter cette capacité de représenter l'environnement et l'environnement qui peut être aussi l'environnement social ou linguistique. Et un des sujets qui nous intéresse et qui sont pertinents aussi pour la conversation d'aujourd'hui, c'est la question du changement de comportement. Comment on arrive à changer le comportement. Donc je fais par ailleurs un cours au semestre qui va commencer bientôt, qui s'appelle Climate Change and Change of Behavior. Et le résumé très court de ce cours, c'est que le changement de comportement est très difficile. On a une difficulté extrême à moduler les comportements des personnes, et sachant que ce qu'on veut avoir aujourd'hui, c'est un changement de comportement massif. Mais massif. Et qui ne soit pas, par exemple, culpabilisant. Ce n'est pas ta faute, Sabrina, si les planctons meurent parce que tu n'as pas recyclé assez de plastique. Enfin, il y a cette tendance à déplacer vers l'individu la culpabilité, alors qu'on n'a pas vraiment le choix. Enfin, on est dans un environnement plastique il faudrait changer les modes de production. Mais bon, c'est important de changer les comportements aussi au niveau individuel, je ne dis pas le contraire. Et j'étais très frappé récemment par la phrase d'un climatologue, Peter Kalmus, un climatologue activiste californien, qui dit, bon, nous les scientifiques durs, on a fait notre job en fait, on a dit tout ce qu'il fallait dire et rien ne change. Tout est clair, tout le monde sait qu'il faut faire, rien ne change. Donc maintenant, on passe la balle aux social scientists. C'est à vous de vous occuper de ce qu'il faut faire pour que les choses changent. Et là, les choses qu'on sait, et après je passerai vraiment la parole rapidement à Sabrina pour la reprendre plus tard. Simplement, je me permets de vous faire remarquer que là, c'est un SPI qui était hissé pendant 4 jours sans le toucher pratiquement. Donc c'est la beauté d'être dans les alizés, c'est des vents constants, et donc des petites régulations de temps à autre, mais il va comme ça. Donc, c'est qu'on sait depuis des années et des années de travail sur les changements de comportement, c'est que les gens retombent toujours dans les mêmes pièges. Donc, on a envie de faire toujours la même chose, c'est-à-dire des campagnes de sensibilisation, des meetings pour raise of consciousness, de l'information. C'est très bien tout ça, mais on le sait maintenant, et je crois que c'est l'autre chose que les scientifiques social scientists, scientifiques sociaux pourraient dire en réponse à Peter Kalmus, c'est que, enfin, on sait que ça ne marche pas du tout. Pensez à ce qui se passait pendant des années, on a eu des campagnes sur arrêter de fumer dans des lieux publics. Et on vous montrait des photos de femmes enceintes qui s'étouffaient, enfin des choses terribles. Ça n'a rien changé.
pendant 30 ans, les résultats de ces campagnes étaient zéro. Les gens continuaient à fumer dans les lieux publics. Porter la ceinture de sécurité, à envoyer des têtes écrasées, des enfants à fauteuil roulant, enfin, des choses terribles qui se passaient, bien. Des campagnes pendant des décennies. Et ça n'a rien changé. Rien. Évidemment, on le sait maintenant. Enfin, ce ne sont pas les campagnes qui changent. Il faut introduire des règles. Il faut travailler le niveau de la loi. Ce n'est pas des protestations en masse, etc. Ça ne change pratiquement rien. La seule chose qui change, et la seule chose qui est efficace au niveau qui nous intéresse, est un changement dans les normes. Donc il faut travailler sur les normes, il faut travailler sur les lobbying, il faut travailler à des endroits qui sont des endroits dans lesquels les changements qu'on va introduire, c'est un changement qui se répercute sur l'ensemble de la société. Et on a des bons espoirs. Enfin, on sait que ça marche, par contre. Dès que vous changez la norme, vous pouvez avoir des changements qui sont massifs et parfois soudains. Je vous fais un exemple qui est un peu rigolo, mais en 1967, je pense, si je m'abuse, la Suède a changé de comportement de façon massive. Ils conduisaient sur la gauche, et puis ils ont commencé à conduire sur la droite. Alors remarquez, ce n'est pas une chose qu'on peut faire graduellement. Il faut le faire de façon très soudaine, à l'instant T. Avant, tout le monde conduisait sur la gauche. Après, tout le monde doit conduire sur la droite. Sinon, ça ne marche pas. Et on a pu le faire. Donc, évidemment, il y a eu des campagnes qui ont accompagné la mesure. Mais on a espoir, je pense. On a espoir. Si on voit bien les problèmes, si on arrive à les cibler correctement, si on arrive à voir l'évidence derrière qui nous permet de mettre en place une mesure qui est une mesure législative et qu'on peut l'accompagner, les changements vont se passer. Et comme on n'a pas beaucoup de temps aujourd'hui, on a 1h30 aujourd'hui, mais on a 9 ans parce que 2030 est très près pour changer. Donc il faut qu'on revienne tous au whiteboard, au blackboard, et on commence à travailler, à écrire des règles pour les changements, pour la transition. Et par contre, ce qui est très important, il faut avoir une idée très claire des objets qu'on est en train de mettre au centre de la réflexion du débat public. Et l'océan est un objet qui est très important. Enfin, on va nous dire ô combien il est important. Et moi, ce que je vais vous dire, ô combien il est étranger dans notre conception, dans notre capacité de le représenter. L'océan n'est pas comme un désert, tout simplement, un désert qui est un objet, enfin qui est une entité hostile. C'est plus qu'hostile. Il n'y a pas de peuple de l'océan. Personne ne vit dans l'océan. Il est totalement inhabitable. Il est colonisé. Il est inhabitable par les humains. Il n'est pas simplement hostile. Il est étranger. Il est alien, à un sens. Et avant de passer la parole à Sabrina Sprague, je vous propose de réfléchir à une expérience, mais une expérience de pensée. Je suis philosophe, donc je fais des expériences de pensée. Imaginez des explorateurs de l'espace venant d'une galaxie lointaine. Imaginons, enfin, c'est un peu compliqué les galaxies, mais disons. Ben, ils arrivent, des extraterrestres, et ils envoient des sondes un peu partout dans le système solaire. Et il y a une sonde avec des extraterrestres, des petits bonshommes verts, qui tombe dans l'océan Atlantique, à peu près là où il y a les bateaux dans cette séquence. Et donc ils descendent, ils arrivent à nouer des liens d'amitié avec les dauphins, enfin, ils échangent, enfin, il y a plein de choses qu'ils apprennent sur ce qui se passe au milieu de l'océan. Mais l'autre sonde tombe au milieu des steppes, quelque part en Ouzbékistan, ou enfin, des endroits très désertiques et très terriens. Et là, de nouveau, ils parlent avec des yaks, ils arrivent à mettre en place une vision de ce qui se passe dans cette... Bon, ils réparent, et pendant des années, ils ne se voient pas, et puis ils se retrouvent dans la maison mère, et ils commencent à échanger des notes. Donc, j'ai mon cahier, et voilà ce que j'ai trouvé, etc. Je pense que ça leur prendrait un certain temps avant de réaliser qu'ils sont tombés sur la même planète. C'est un peu ça l'expérience de pensée. Évidemment, au bout d'un moment, ils comprendraient il y a des vertébrés, il y a des compositions chimiques, de l'eau, enfin, des choses qui pourraient se ressembler, mais de premier abord, ils penseraient d'être tombés sur deux planètes différentes,
peut-être celui qui est tombé par contre sur Mars, en parlant avec celui qui est sur les steppes, on aurait l'impression d'être... Et ça, c'est aussi un sujet. Mars est beaucoup moins alien aujourd'hui que l'océan. Et vous ne le savez pas, mais les pixels qui représentent aujourd'hui la cartographie du fond de l'océan a un côté de 5 km. Donc c'est un gros pixel quand même pour les 80% de la surface. Alors que pour Mars, c'est quelques mètres, je pense que c'est des mètres, ou même moins, c'est un demi-mètre peut-être pour la cartographie de Mars. Donc on en sait plus, à un sens, plus sur Mars que sur l'océan. On est plus familier et l'imaginaire aujourd'hui nous amène plutôt vers Mars que vers l'océan. Donc la première séquence qu'on a imaginée pour aujourd'hui, c'est de comprendre plus ce qui se passe dans l'océan et c'est que l'océan. En général, ce qui arrive à l'océan, à l'océanographie, c'est parce que ils ont des expériences dans l'océan, parce qu'ils sont surfeurs, parce qu'ils ont vécu à côté de la mer. Et moi, que j'ai vécu dans la même ville pratiquement que Roberto, c'est parce que j'avais mon papa qui m'a mis très vite à la voile, et donc j'ai commencé à faire des régates sur des bateaux plus petits, à naviguer comme Roberto, et je voulais travailler dans l'océan. Donc j'ai commencé avec la physique, et ensuite je suis arrivée en France pour faire un doctorat en océanographie physique, parce qu'à l'époque, en Italie, il n'y avait pas cette spécificité en niveau doctoral. Et après, je suis restée plus ou moins. Donc, on va vous parler de l'océan invisible. Et moi, je suis la scientifique aujourd'hui. Et je ne vous montrerai pas des équations, qui est un peu notre pain quotidien, mais je vous amène par des images. Donc, l'océan, vous les connaissez parce qu'en moyenne, si vous n'êtes pas comme moi ou Roberto, vous l'avez approché par la côte. Donc, pour ceux qui ont de la chance d'aller en vacances près de la mer ou d'avoir vécu près de la mer, vous avez fait des activités, des loisirs à côté de la mer et vous avez pu apprécier aussi ce qui est les paysages proches de la mer, avec des superbes couchers de soleil, mais aussi des tempêtes, etc. Et quelques-uns parmi vous, probablement, est allé aussi un peu en dessous de la mer, peut-être en prenant un bateau, mais ne s'éloignant pas toujours de la côte. Et donc, l'océan, ici, a une valeur économique parce que c'est du tourisme, mais c'est un océan qui a d'autres ressources. Et bon, naturellement du poisson, pratiquement tout le monde mange du poisson ici, à moins qu'il soit végan. Mais il y a aussi d'autres ressources. Il y a beaucoup d'extractions pétrolières et aussi des ressources militaires, des ressources minérales qui pour l'instant sont encore en voie de recherche. Donc en bas à gauche, vous avez des nodules de manganèse. Et en bas à droite, ce sont des fumaroles noirs qui sont à très, très grande profondeur, autour de 2000-3000 mètres, là où les plaques continentales se rencontrent, où il y a aussi un nouveau océan qui naît et sont riches en biodiversité, sont riches aussi en dépôts minéraux. Et donc, l'homme cherche de réfléchir à comment exploiter ces ressources pour, d'une part, pouvoir manger pour les poissons et pour utiliser des matériaux minéraux pour les restes. Alors, on a parlé des poissons, mais donc l'océan, il est plein de vie. Donc, pour ceux qui ont plongé, que ce soit dans l'océan près de la France métropolitaine ou de la France aux Caraïbes, il y a différents types de poissons, différentes couleurs. Mais l'océan est très riche en vie. Mais la vie qui est dans l'océan, elle est surtout microscopique. Donc, elle est aussi invisible. Et donc, ici, c'est un petit collage des photos microscopiques du microbiome, du plancton océanique qui a été récolté pendant l'expédition Terra-Océan entre les 2009-2011 et qui continue aujourd'hui encore. Donc l'océan est vraiment riche en vie et dans tous ses extrêmes, et surtout des vies à toute petite échelle. L'océan aussi a une valeur parce que
on navigue et on peut aujourd'hui avoir des échanges commerciaux qui sont très importants et qui représentent 90% du transport mondial. Et donc, quand vous achetez n'importe quoi presque, ça arrive en général des pays asiatiques. Et donc, ça emprunte des gros navires qui sillonnent l'océan. Donc, comme vous voyez, quand même, les échanges sont surtout dans l'hémisphère nord et l'hémisphère sud, il est un peu plus désert. Et surtout l'océan austral, qui est un océan qui, on y passe par hasard, mais on cherche de rester plutôt à côté des continents plus au nord, parce que l'océan austral, c'est un océan où il y a beaucoup de tempêtes. Et si on passe par là, de toutes les manières, ça fait un détour par rapport au port, et ça consomme aussi du fuel. Alors, aujourd'hui, vous êtes au courant, parce que les articles des journaux, les journaux télévisés en parlent presque en permanence, si ce n'est pas d'autres nouvelles moins encore réjouissantes. Donc, on trouve du plastique, et ici, c'est une photo du macroplastique, donc un plastique très grand, qui est visible par l'œil. Et on a parlé de cette plastique qui envahit tout l'océan. Donc, vous en trouvez aussi, peut-être pas dans des formes si macroscopiques, près du continent antarctique. Et donc, l'homme, avec ses activités et son rejet du plastique, est arrivé à polluer les sols et la mer. Et en général, la grosse partie du plastique qui se décompose est du microplastique. Donc, un plastique, quand vous prenez de l'eau dans la main et vous n'avez pas de macroplastique, en effet, vous avez une eau pleine de plastique quand même. Et les plastiques aujourd'hui est dans l'eau partout, il évapore de l'océan et il pleut sur les sols. Et donc, voilà, en gros, tout ce qu'on mange absorbe aussi du plastique, et donc on mange du plastique aussi. Donc, c'est un océan sous pression, mais ce n'est pas la seule pression, les plastiques. Donc, ici, il y a des images dans lesquelles on vous montre l'illumination la nuit de notre planète. Et vous voyez que les régions côtières sont les régions plus habitées. Et ça représente 40% de la population mondiale. Aussi, dans la figure des droites en haut, vous pouvez voir la densité des populations au niveau du globe, avec des points un peu plus gros, sont les méga-villes, celles où les pourcentages, la densité est énorme et la consommation, l'utilisation de tout ce qui est de l'eau, par exemple, est aussi très importante, et naturellement aussi en termes de pêche. Et donc, vous voyez qu'à nouveau, on a une visualisation directe de la pression sur l'océan côtier, mais puisque l'océan c'est un fluide, en effet, quelque chose qui est émis dans l'océan quelque part, elle va voyager partout. Et ensuite, en bas, à gauche, on parle plutôt de la pression de la pêche. Donc ici, c'est les potentiels de pêche, et on voit que l'océan, où ces vers intenses, sont des régions où la pêche est très importante. Alors, il y a des régions plus riches en pêche que d'autres, et ça, c'est dû essentiellement à la physique de l'océan. C'est la circulation océanique qui répond en premier lieu au vent, mais aussi à d'autres échanges avec l'atmosphère, notamment d'eau douce. Il y a de l'évaporation, de la précipitation, mais aussi de la chaleur. L'océan réchauffe l'atmosphère. Si vous regardez une courbe des températures de l'atmosphère, les couches atmosphériques sont définies par la température en physique. L'atmosphère, la troposphère, celle où il y a presque tous les événements météorologiques, elle est chauffée par les bas. Et si vous pensez à l'océan couvre 2/3 de notre planète. C'est les véhicules par lesquels passe l'essentiel de ces réchauffements. Et quand il les réchauffe en général, il donne aussi de l'eau. Et cette eau est en vapeur d'eau, donc l'océan donne de la chaleur en faisant évaporer son eau pour la donner à l'atmosphère, pardon. Et quand cette eau est dans l'atmosphère, à un certain moment, elle va se condenser en gouttelettes, mais pas nécessairement au même lieu où elle a reçu. Et ça, c'est une autre
façon de réchauffer l'atmosphère, c'est-à-dire en se condensant, la gouttelette donne de l'énergie à l'atmosphère. Et ça, c'est par exemple un phénomène qui est très important dans les cyclones tropicaux. Et à droite, vous voyez un peu la consommation en termes d'alimentation marine, donc des seafood en anglais. Et entre 2015 et les projections futures, vous avez deux couleurs. Une couleur, c'est la pêche, donc, et l'autre, c'est l'aquaculture. Donc aujourd'hui, on a des élevages des poissons coquelicoles, et c'est après moitié. Mais dans les futurs, l'aquaculture va augmenter. Le problème, c'est que tout cela se passe dans un océan qui est en train un peu de changer, et donc ça affecte la vie sauvage, mais aussi l'élevage donc aquaculture. Et donc pour chercher de comprendre un peu comment on peut rendre efficace ces systèmes, parce que la population a faim. 40% de cette population mondiale qui vit à côté de la mer n'est pas toujours riche pour chercher de diversifier son alimentation. Donc elle a besoin vraiment de pêcher pour survivre et avoir des protéines. Ah oui, moi je continue avec ça, mais en théorie je peux faire ça. Alors, ce qui est intéressant dans notre science, donc quand j'ai commencé l'océanographie, c'est parce que j'adorais la physique, j'adorais l'océan. Je dis, je vais faire de la physique dans l'océan et je vais m'intéresser à des phénomènes juste parce qu'intellectuellement c'est intéressant, on les connaît très mal et donc c'est intéressant de les étudier. Mais très vite dans ma carrière, on s'est rendu compte qu'il y a un changement climatique et que c'est un problème pour l'évolution future de la vie et de l'humanité aussi. Donc la planète restera là, n'importe quoi arrive, mais la vie, elle est impactée parce que pour l'instant, on avait des conditions climatiques relativement stables et sympathiques pour que la population puisse progresser démographiquement et aussi avoir une vie meilleure. Mais aujourd'hui, c'est là un peu mis en exergue par l'effet qu'on a un réchauffement climatique. Alors, ici, je vous montre juste une figure dans laquelle on a une anomalie des températures avec laquelle nous mesurons comment changent les climats. Donc, les climats est en général vu les changements climatiques comme un réchauffement de la température à la surface de notre planète. Donc, c'est juste à la surface. Et cette température peut être reconstruite presque directement sur les derniers 2000 ans. Et donc, vous avez ici l'anomalie des températures le long de ces 2000 ans. Et alors là, si j'arrive, donc ici, c'est l'invention de la machine à vapeur. Et donc, dès qu'on a commencé à savoir l'utiliser pour effectuer plein de travail et produire beaucoup de choses, on a commencé à brûler du carbone d'abord et ensuite du gaz fossile, du fuel, etc. Et on a commencé à altérer la concentration des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Et avec cela, la température a commencé à augmenter. Et ce que je voulais vous montrer, c'est que cette augmentation, elle n'est pas lente, elle est rapide. Et donc, c'est cette rapidité qui est la nouveauté dans les cycles climatiques. Il y a eu d'autres changements par le passé, mais ils ont été beaucoup plus longs. Et donc, la vie doit s'adapter à ce type de changements. Et donc, c'est une des choses qu'on cherche de comprendre, comment et qui arrive à s'adapter à ce type de changements. Et notamment la vie marine, mais pas seulement. Ensuite, à droite, c'est un schéma qui vous montre l'exploitation des ressources terrestres dans une espèce d'espace-temps. Et donc, vous avez la partie continentale, ici, et en bas, la partie marine. Donc, en fois, c'était compliqué naviguer, c'était compliqué pêcher, on n'allait pas très loin. Aujourd'hui, on arrive à exploiter
tout ce qui est possible. Donc on cherche même d'exploiter des minéraux qui sont très profonds parce que nous avons besoin pour notre développement technologique, le développement de l'humanité, etc. Et cela, c'est arrivé vraiment dans un espace-temps très très court. Alors on va retourner maintenant à notre planète, vue par l'espace. Donc notre planète vue par l'espace, elle est quelle couleur? Bleue. Elle est bleue, et donc là on a même centré un continent qui est relativement grand, le continent américain, mais elle est bleue parce qu'elle est couverte d'océans. Et donc dans cette photo, je vous montre les systèmes climatiques terrestres, et quand vous entendez parler des systèmes climatiques terrestres, vous pensez à l'atmosphère. Okay? Presque immédiatement, votre conscience arrive à l'atmosphère. Mais est-ce que vous la voyez, cette atmosphère, dans cette photo? Alors, cette photo est prise dans les visibles, d'accord? Donc, les visibles, c'est la partie du spectre qui arrive sur Terre, à l'essentiel du spectre de l'énergie qui arrive sur Terre du Soleil, qui est les moteurs de notre système climatique en termes d'énergie pour faire fonctionner notre système climatique. Mais l'atmosphère, elle est transparente, sauf quand il y a des nuages. D'accord? Les nuages sont blanches, ils réfléchissent la lumière directement parce qu'ils sont blanches, et après, ils sont formés des petites particules, donc il y a un peu des diffusions à l'intérieur, qui est un autre phénomène physique qui, en gros, donne aussi une réflexion. Et les restes qu'on voit, c'est les restes du système climatique, qui n'est pas fait que de l'atmosphère, même si la définition des climats par rapport au temps, les temps sont temps atmosphériques, les précipitations, la température, l'humidité, et le climat en général est conçu, si vous regardez un vocabulaire, un dictionnaire, une encyclopédie, c'est la moyenne de ces temps à un moment donné de l'année, prise en général sur 30 ans. D'accord? Donc vous savez que l'été, il fait plus chaud qu'en hiver. Mais c'est toujours calé sur l'atmosphère. Mais en vérité, le système climatique, il est fait d'autres compartiments qui sont les continents, la glace, donc tout ce qui est neige et glace, et l'océan. Et ces compartiments interagissent tous les temps, à toutes les échelles de temps, qui sont les microsecondes jusqu'à les millénaires, et font aussi que nous ayons les climats que nous avons. Et donc, pour vous illustrer cela, je vais vous montrer une courbe qui vient de ce qui est le travail des climatologues. Mais en gros, l'océan, donc il est fait d'eau. Et c'est ça qui change toute la donne en termes par rapport aux autres compartiments. Donc la glace, il est fait des glaces, la neige, ils sont blancs. Vous les voyez dans la figure ici. Vous voyez les calottes glaciaires ici en Arctique, par là. C'est parce qu'ils sont blancs, ils réfléchissent toute la lumière du soleil. Et ils ont un rôle dans ça, notamment la glace des mers. Mais l'océan, il est bleu et il est opaque. Vous arrivez à voir à travers l'océan. Donc, tous les rayonnements qui arrivent du soleil et qui interceptent l'océan, 2/3 de notre surface terrestre, mais il est complètement absorbé et très rapidement dans les premiers mètres d'océan. Et il est stocké. Et donc, vous ne voyez pas quand même que l'océan se réchauffe parce que la molécule d'eau est telle qu'il lui faut une énorme quantité d'énergie pour se réchauffer, pour changer des températures de 1 degré Celsius. Ça s'appelle la capacité spécifique dans ce cas de l'eau. Et donc, c'est cette particularité avec l'effet aussi que l'océan est fait d'eau et qui a une capacité de solubilité énorme. Il arrive à dissoudre les sels, mais aussi des gaz. Et donc, a un rôle vraiment énorme sur notre système climatique. Et donc, je vais vous montrer une figure maintenant qui vous montre cela. Donc, l'homme a brûlé énormément
carbone, des gasoils, des essences, des gaz, qui sont devenus des gaz et sont restés en partie dans l'atmosphère. Je vais revenir sur ça. Mais en gros, il a fait ici que la concentration de ces gaz, qui est minime dans l'atmosphère, elle a augmenté un petit peu. Et donc, ces gaz à effet de serre, ils ont un pouvoir radiatif, c'est-à-dire ils laissent passer l'énergie solaire qui est dans les visibles. Mais la Terre, qui est là depuis des milliards d'années, maintenant, elle était dans une espèce d'équilibre radiatif avec le Soleil, c'est-à-dire il recevait les rayonnements solaires, il avait atteint une température d'équilibre et il radiait, c'est de la physique, un rayonnement en quantité égale à celle qu'il recevait. Donc, cet rayonnement se fait à l'infrarouge. Vous ne le voyez pas, c'est un peu comme le chauffage que vous avez à la maison, vous sentez qu'il est chaud, mais vous ne voyez pas les rayonnements. Donc, il part et traverse l'atmosphère, de la surface de la Terre vers l'atmosphère, et il veut aller vers l'espace. Mais là, ces gaz à effet de serre, ils l'absorbent, ils ne sont plus transparents. Et ils l'utilisent pour se réchauffer. À un certain moment, on se réchauffe et ils vont les remettre une partie vers la Terre et une partie vers l'espace. Donc la Terre reçoit l'énergie solaire et aussi ces rayonnements infrarouges qui est remis vers la Terre par les gaz à effet de serre. On augmente la concentration des gaz à effet de serre. Cette absorption des rayonnements infrarouges et son réémission vers la Terre augmente. Donc, on a un surplus d'énergie qu'on peut visualiser comme un surplus de chaleur, même si le mot chaleur n'est pas exact. Donc, c'est un surplus d'énergie. Et cette surplus d'énergie, donc depuis que la Terre est sujette à ces changements climatiques d'origine humaine, on peut chercher d'évaluer où il est parti. Parce qu'on a des observations, surtout après la Deuxième Guerre mondiale, sur les continents, dans la cryosphère, donc tout ce qui est glace, dans l'atmosphère et aussi dans l'océan. Et donc là, c'est les temps. Donc ici, on est en 1960, ici, on est presque en 2020. Ici, donc, sont les différents compartiments de la Terre. Donc, l'atmosphère, elle est en violet. La glace, elle est en gris. La Terre et les continents sont en espèce de marron clair. Et le reste, c'est de l'océan. On va de la couleur bleu clair vers la couleur plus foncée en allant en profondeur. D'accord ? Plus la couleur est foncée, plus on va en profondeur. Et comme on est des scientifiques, on évalue aussi l'incertitude par rapport à ces données. C'est-à-dire, on va voir si nous avons suffisamment de données pour être certains de notre résultat. Donc l'incertitude, ce sont des courbes en très discontinues, et on voit qu'avec les temps qu'on a eu à augmenter notre capacité à observer les milieux, l'incertitude, qui venait essentiellement de l'observation de l'océan, a diminué. Et donc on se rend compte que c'est l'océan qui a absorbé 90% de ces surplus de chaleur. Donc il n'est pas parti dans l'atmosphère, on voit ces réchauffements, on voit la température globale à la surface de la planète qui augmente, mais en effet, elle serait beaucoup plus importante parce qu'on ne tient pas compte de cette 90% d'augmentation des chaleurs dans l'océan, d'énergie dans l'océan. Donc les continents, c'est 6%, 4% la cryosphère, 1% l'atmosphère. Et donc, ça, c'est un premier constat. L'océan, il est en train aujourd'hui d'absorber pratiquement tous les signaux dus au réchauffement global. Et naturellement, l'océan bouge, donc cette chaleur, elle reste dans l'océan, mais quelquefois, elle est redonnée rapidement à l'atmosphère. Et ça, un exemple, c'est l'intensification, par exemple, des cyclones tropicaux. Les événements extrêmes, en général, ils ont une source dans l'océan. Et donc, cette augmentation des températures ou d'énergie essentiellement dans la mer, donc il fait augmenter la température, les niveaux de la mer, et aussi les échanges avec l'atmosphère. Donc, cette eau qui évapore de l'océan augmente en quantité, et ça donne une atmosphère qui est plus précipitante. On a donc une intensification du cycle hydrologique. Et aussi, donc, si on parle des différents gaz qui sont dissous, une des gaz, c'est l'oxygène, qui sert à la vie. Et l'océan, en se réchauffant,
fait diminuer la quantité d'oxygène dissout dans l'eau. Et donc pour l'instant, ça va, mais il y a des régions qui sont relativement pauvres en oxygène, où il y a pas mal de vies marines qui sont impactées un peu par cet effet. Enfin, on a un autre phénomène. Donc, si on mesure les CO2 dans l'atmosphère, on ne trouve pas tous les CO2 qui a été émis par l'homme parce qu'il est absorbé naturellement en partie dans la biosphère sur les continents et dans les sols et dans l'océan. Et donc, c'est à peu près 30% et 20% dans l'océan. Et ici, c'est une mesure qui vous montre les CO2, la station des mesures du CO2 la plus ancienne qui est à Hawaï, sur les Mauna Loa. Et ensemble, vous avez la quantité de CO2 qui augmente dans l'océan. Donc l'océan vraiment suit avec plus de variabilité saisonnière ce qui se passe dans l'atmosphère parce qu'il est en contact et le CO2 est déçu. Et ensuite, un effet de cette augmentation du CO2 dans l'eau, c'est qu'il augmente l'acidité de l'eau. Et l'eau devient graduellement plus acide. Alors, ceci, pour l'instant, n'impacte pas énormément la biodiversité océanique, mais à terme, il pourrait l'impacter. Et aussi, on parlera d'événements extrêmes. En effet, il y a des moments où cette acidité est très importante localement et ça impacte les régions côtières. Alors, je parle encore un peu. Hein? Alors, alors, qu'est-ce que ça veut dire être scientifique sur la mer? Donc, nous avons besoin de comprendre comment fonctionne l'océan, comment il dialogue avec l'atmosphère, comment il dialogue avec les continents, donc les rivières, les sédiments, les rejets des rivières dans l'océan. Par exemple, en France, en Bretagne, vous avez entendu parler d'intoxication par les algues. Et ça, c'est parce que dans les rivières bretonnes, on émet beaucoup de déchets d'élevage, normalement d'élevage des porcs, et donc les niveaux de nitrate est très important. Il arrive dans l'océan et il donne des espèces d'engrais à la partie des mers proches de la côte, et donc ça fait proliférer la vie marine, et notamment les algues, de manière un peu explosive, ce qui rend problématique. Et donc, naturellement, là, c'est encore une question des lobbies, parce qu'on sait très bien quelle est l'origine de ce problème côtier, mais naturellement, il y a un lobby d'élevage qui discute avec les politiques locales, et donc il n'y a pas de lois qui tombent pour réglementer un peu cette émission des nitrates dans les fleuves. Et donc, pour comprendre comment fonctionne l'océan, et comme il est opaque, en fond, on a très peu de connaissances. Donc, la connaissance du milieu vient de l'observation, ça c'est les réels. Et après, on cherche de le modéliser parce nous connaissons les équations nécessaires. Mais la modélisation, souvent, est très frustre. Et donc, il faut faire les deux pour chercher de comprendre si le modèle il est suffisamment réaliste, s'il nous donne une réponse qui est celle qu'on cherche ou pas. Et donc, il faut travailler à la fois en modélisation et aussi chercher d'observer ces milieux désertiques et inhospitaliers. Et donc, ici, c'est une photo d'une campagne que nous avons faite dans l'océan austral, où tous les 7 jours, 6-7 jours, vous avez une grosse tempête. Et il faut chercher de travailler, déjà de rester debout dans un bateau et travailler dans l'océan. Et travailler dans l'océan signifie mettre à l'eau des gros engins. Donc ici, c'est la Rosette CTD, donc celle qui a les capteurs qui mesurent la salinité, température, pression, plus quelques autres paramètres, et qui a énormément de bouteilles attachées autour, parce que beaucoup de paramètres, on ne peut pas les mesurer avec un capteur, il faut échantillonner l'eau qui est à différentes profondeurs de l'océan. Et donc, vous voyez, mettre quelque chose d'énorme dans l'eau, c'est très dangereux. Et c'est dangereux surtout pour l'équipage parce que nous n'avons pas les droits de toucher au moment des mises à l'eau l'instrument. Et donc, ils sont vraiment à côté d'une mer qui est en tempête, avec un bateau qui oscille.
Et en général, quand on va en mer, on a un nombre de jours particulier, donc il faut chercher de travailler le plus possible, parce que sinon c'est du temps perdu et c'est de l'observation perdue. Ensuite, on a commencé à devenir un peu intelligent. On a dit, on cherche à développer des outils pour permettre des observations répétées. Donc, ici, en haut, vous avez donc les radiales qui sont répétées, mais tous les 5-10 ans dans l'océan. Donc, c'est très, très lent. Après, vous avez une carte qui vous montre les mesures faites par des espèces de pistolets qui ont attaché un capteur des températures et un câble de cuivre qui se déroule jusqu'à environ 700 mètres de profondeur. Après, il se casse et on ne reçoit plus les signaux. C'est pour avoir des mesures de température qui ne coûtent pas cher et qui peuvent être implémentées aussi par les bateaux commerciaux. Et donc, vous voyez qu'on retrouve les routes des navires commerciaux. Mais cela nous donne que la température ou des mesures très très rares. Donc les ingénieurs avec les chercheurs, ils ont cherché de développer et ensuite de déployer des flotteurs. Ça, c'est les programmes Marco qui vit aujourd'hui et qui permet d'avoir une couverture de l'observation sur tous les globes, sauf sous la glace, et accéder au moins aux premiers 2000 mètres et les variations dans ces premiers 2000 mètres de l'océan. Vous vous rendez compte que même les cycles saisonniers, donc été-hiver, étaient inconnus dans l'océan parce qu'on n'avait pas suffisamment d'observations. Et aujourd'hui, on peut vraiment comprendre cela et aussi d'autres choses, mais qui sont très importantes dans le fonctionnement, par exemple, de l'océan-atmosphère. Donc, quand on connaît des processus, on peut les modéliser, on peut améliorer les prévisions. Alors, ce sont les prévisions du temps, mais aussi les prévisions saisonnières et surtout les prévisions décennales qui sont celles qui vont nous aider à nous adapter au changement climatique. Un jour, on s'attachera vraiment à ces problèmes au niveau opérationnel. Et ici, donc, d'autres développements technologiques qui nous permettent de compléter ces observations. Donc, on a des engins qui mesure l'interface air-mer. Donc ça, on appelle des sail drones, que j'imagine Roberto aime beaucoup parce qu'ils ont une voile. Donc ils voyagent uniquement à force du vent et sont commandés par de l'énergie solaire. Et donc, ils sont commandés par une boîte qui est à Alameda, à côté de San Francisco. Donc eux, ils sont chauds et ils envoient ces drones un peu partout dans le monde. Ensuite, on peut mettre aussi des capteurs sur certains prédateurs pour avoir des mesures, par exemple sous la glace. Les éléphants des mers, ils vont sous la glace, là où les flotteurs, ils ne vont pas. Et on a aussi des espèces de planeurs sous-marins qu'on peut déployer pour être dans l'eau quelques mois. Donc aujourd'hui, le système d'observation de l'océan, il est un peu partout. Il est fait de différents instruments. Et on cherche un peu de coordonner tout cela parce qu'on veut chercher d'avoir des instruments pour que la demande sociétale puisse être satisfaite. Donc la prévision du temps, l'adaptation au changement climatique, la connaissance du changement, mais aussi la biodiversité. Et ça dans un contexte où nous avons maintenant les événements extrêmes. Donc si vous discuter avec une scientifique du climat qui est partie à la retraite il y a 10 ans. Pour lui, le climat, c'est quelque chose qui change lentement, comme des températures moyennes qu'on peut visualiser. Donc c'est rapide, mais quand même lent. Tandis qu'aujourd'hui, on a des événements extrêmes, donc vagues de chaleur, des intensités plus importantes pour les tempêtes et pour les cyclones tropicaux. Mais qu'on connaît moins bien. D'accord ? Donc aujourd'hui, la science cherche de se pencher sur cette question parce que les événements extrêmes sont en train de s'intensifier et sont celles qui vont impacter la société et les vivants, que ce soit dans la mer ou sur la terre. Et donc ici, c'est des exemples donc, des vagues de chaleur marines. Elles existent. Et cette année, il y en a eu des très importantes, même en Méditerranée. Et on a aussi des niveaux de la mer. Donc, on a les niveaux de la mer qui augmentent lentement, mais aussi on a des périodes
des événements parce qu'il y a des tempêtes, etc., où les niveaux de la mer augmentent de manière plus soudaine et impactent l'érosion des plages, etc., de manière plus importante. Alors aujourd'hui, on utilise aussi ces données pour chercher à les comprendre en les mettant dans les modèles par un processus qui s'appelle l'assimilation des données pour que les modèles restent proches des observations et nous donnent vraiment accès à l'information en 3 dimensions avec les temps. Donc ici, c'est juste une idée des vitesses à la surface de la mer avec en couleur la température. Et on voit, je n'ai pas pu mettre l'animation, mais que les courants transportent de la chaleur tropicale vers les nord, comme par exemple par les Gulf Stream. Et ce n'est pas des courants simples, c'est un océan qui est très turbulent. On voit, c'est encore une vision très myope, mais on voit des tourbillons, on voit des jets, des filaments, et cela affecte à la fois les interactions avec l'atmosphère, mais aussi la vie marine. Et donc on cherche à comprendre ces processus qui sont très, on dit en physique, non linéaires, en utilisant à la fois les observations et la modélisation. Et peut-être, moi, je te redonne la parole à ce moment, à moins que vous ayez quelques questions déjà. Oui ? Passez les micros, oui. Oui, du coup, je disais, c'est assez anecdotique sur le graphique que vous avez montré, avec l'absorption du surplus de chaleur par les différentes sphères, donc l'atmosphère, l'océan, etc. Est-ce que c'est ramené à une même surface de continent, d'océan, ou c'est à mettre en perspective avec la différence de surface qu'occupe l'océan, la glace ? C'est différent du volume, mais ce qui joue dans l'océan, c'est qu'il couvre 2/3, et donc un volume important et a cette capacité thermique d'absorber et n'est pas redonné tout de suite à l'atmosphère. Donc voilà. Moi, je voudrais te poser une question. Donc l'accélération semble dépendre de feedback loops qu'on ne connaissait pas, ou qu'on commence à connaître sous l'albédo, etc. Peut-être tu veux dire un mot là-dessous, parce que c'est là que les choses ont changé vite aussi dans l'autre sens. Je comprends bien aussi qu'on a cette théorie d'après laquelle la Terre était une boule de glace à un moment donné à cause d'un feedback loop de l'albédo dans l'autre sens. Donc je m'intéresse beaucoup aux changements rapides qui sont ceux qui sont les plus importants aujourd'hui. Alors, tout ce qui est l'observation qui naturellement arrive après la projection c'est les futurs. Donc nous, on construit un peu notre politique vis-à-vis de ces projections qui sont faites dans les futurs, mais qui n'ont pas ces événements extrêmes et qui n'ont pas tous les éléments physiques et chimiques du système. Donc ça change plus vite de ce qu'on pensait. Et surtout, il y a, par exemple, quelque chose qui n'est pas vraiment simulé par ces modèles, mis à part les événements extrêmes, c'est aussi les calottes glaciaires. Aujourd'hui, les calottes glaciaires, c'est un feedback dans les modèles qui est vraiment très, très basique. Tandis qu'ils ont en physique complexe aussi, ce sont des fluides qui répondent au rayonnement, qui répondent à l'atmosphère, qui répondent aux précipitations et au fait qu'ils coulent vers la mer. Mais oui, par exemple, l'effet d'albédo, donc si vous pensez à l'océan Arctique, qui était couvert en hiver par une grande partie des glaces, et cette glace aujourd'hui, parce que l'atmosphère et l'océan s'y réchauffent, donc ils fondent plus facilement, et ils se réforment aussi plus difficilement. Et, cette glace, c'était une espèce de couvercle et qui isolait l'atmosphère de l'océan. Et aujourd'hui, cette couvercle diminue. Donc il y a plus d'énergie solaire, d'énergie aussi infrarouge qui rentre dans l'océan, qui augmente, donc c'est un feedback, une rétroaction positive, les réchauffements du système. Je vais peut-être reprendre les discours. Enfin, là, c'est un petit aperçu de la complexité du problème de la représentation de l'océan par les sciences. Moi, je voulais donner quelques éléments plutôt intuitifs, si vous voulez, sur la complexité d'appréhender l'océan. Il est vrai, il couvre les 2/3 au 3/5 de la surface de la planète. Enfin,
on a l'impression que c'est une planète bleue, mais peut-être je vous pose une question. Imaginez que la Terre soit réduite aux dimensions d'un œuf. Donc on pourrait la faire une espèce de compression. La MP3 de la Terre, elle devient un œuf. Et vous touchez donc la Terre. Est-ce qu'elle est plus lisse ou plus rugueuse que l'œuf? Pensez à l'Everest, enfin tout ça. Qui dit qu'elle est plus lisse? Qui dit qu'elle est plus rugueuse? D'accord. Donc en fait, elle est beaucoup plus lisse. Elle est 10 fois plus lisse que l'œuf. C'est-à-dire, si vous prenez l'œuf et que vous l'explosez à la dimension de la Terre, l'Everest fera 100 km de hauteur. Et cela pour dire que l'océan, qui nous semble très grand, occupe la moitié de l'intervalle moyen entre les terres émergées et les fonds marins. Donc c'est vraiment une toute mince pellicule. C'est une toute mince pellicule humide sur un œuf. Donc si vous y touchez, vous ne pouvez pas faire des vagues dedans avec vos doigts. Enfin, c'est vraiment très, très léger. Et ça, c'est déjà un point qui me semble intéressant à souligner. Enfin, une certaine fragilité de cette, qui peut être utile pour des représentations dans l'éducation. C'est aussi un des endroits dans lesquels j'aimerais aller. Alors, je traverse l'océan Atlantique avec les bons résultats d'Albatros. On l'a fait, je crois, en 15 jours et demi ou 16 jours. Maintenant, je comprends bien, mais c'est cet ordre de grandeur. Donc, alors, vous avez vu que ça ne va pas très vite, en fait. On n'est pas un bateau de course très, très, très fort, très rapide. Et finalement, vous allez exactement à la vitesse d'un vélo sur les pistes cyclables de Paris quand il y a du trafic et beaucoup de trottinettes qui vous empêchent de circuler. Donc, on n'est pas très rapide, on est à la vitesse d'une bicyclette. Et donc voilà, vous allez, on a l'impression d'aller très vite, etc. Mais finalement, c'est une bicyclette. Et quand vous arrivez de l'autre côté, à terre, on est arrivé, ben, vous avez traversé l'océan pendant 15 jours à la vitesse d'une bicyclette. Et du coup, la planète, ben, vous pensez qu'elle est petite. Moi, j'ai eu cette sensation immédiate quand je suis arrivé de l'autre côté et que je mesurais la planète à cette vitesse-là, qu'il s'agit d'une planète petite. De nouveau, c'est une reconceptualisation de la taille de la planète sur la base de l'effort que nous on fait. Cet effort, c'est du travail. Donc, on a travaillé pour traverser la planète. C'est un travail qui est fait par les vents et par les marins. On n'a pas parlé du plancton, qui est un de mes sujets maintenant de prédilection, pour des raisons, je vous en dirai un mot dans un instant, mais les planctons font beaucoup de travail pour nous et est responsable d'une partie importante de l'absorption du carbone avec la photosynthèse. Les phytoplanctons font ce travail immense et puis bon, il descend quand il meurt ou quand il est mangé et puis que les animaux qui les mangent descendent aussi quand ils meurent. Et tout ça, c'est sédimente. Et ces sédiments dans l'océan forment des gisements de pétrole. Donc ça prend du temps, c'est très lent. Et là, de nouveau, les représentations sont importantes parce qu'on nous apprend, les biologistes nous apprennent, et les économistes aussi, qu'en un an, nous, on brûle l'équivalent d'1 million d'années de travail du plancton. Donc je vous invite de vous mettre à vos calculettes, parce que les millions ça ne dit pas grand-chose. 1 million d'années, c'est pas très clair. Mais calculez combien d'années c'est 1 million d'heures. Parce qu'une heure de consommation de carburant, ça s'est traduit en combien d'années de travail du plancton. Vous pouvez faire ça pendant que je continue à parler, j'ai un résultat en tête. Donc il faut multiplier par 24, par 365, etc. Ou diviser plutôt. Donc vous voyez ce que ça donne et ça va peut-être vous surprendre. Dans 1 litre d'eau de mer, d'après les biologistes que je fréquente, il y a beaucoup de vie. En moyenne, il y a entre 10 et 100 milliards, 10 milliards et 100 milliards de micro-organismes. La plupart, c'est du virus, hein, ce sont des choses toutes petites. Mais nous, on voit la mer comme de l'eau salée, essentiellement, et les physiciens peut-être plus que les biologistes. Donc les propriétés physiques sont très légèrement impactées par les moteurs biologiques qui sont dedans, mais quoi qu'ils soient impactés. Mais en fait, c'est une grosse soupe, une biosoupe.
Et ça, quand on navigue les voies, on les voit très bien dans des endroits dans lesquels il y a beaucoup de plancton. La chose la plus émouvante pour moi, c'était vraiment la bioluminescence, qui est la traînée de bioluminescence qui vous suit pendant des centaines de mètres, des nuits entières. Enfin, on ne peut pas se laisser la voir. Et là, ce sont quelques images que j'ai en tête pour essayer d'inviter les personnes à repenser l'océan, non seulement du point de vue scientifique, mais aussi à mesurer. Est-ce que quelqu'un fait les calculs entre-temps? Oui, à peu près, c'est 110 ans. Donc, chaque fois que vous faites un trajet d'1 heure en voiture, les planctons vont reconstituer ce pétrole, mais ça va lui prendre 110 ans. C'est 110 ans de travail. Alors, travail est un mot important ici. C'est un mot qui vient plutôt de mon côté du clivage scientifique. Les planctons travaillent. Il a travaillé pour nous. Il a constitué des gisements de pétrole. Les planctons qui a capturé des silicates et du carbone a créé des montagnes, en fait. Si vous allez à l'acropole d'Athènes, un exemple parmi d'autres, les Dolomites aussi, enfin, ce sont des sédiments d'origine biologique. C'est beaucoup de travail pendant beaucoup de temps, et ça, on le retrouve après dans nos constructions. Alors, travail, c'est un mot que j'utilise avec... je pense qu'il faut utiliser plus, parce qu'on parle aujourd'hui de services écosystémiques. On nous dit tout le temps que certaines entités naturelles nous rendent des services. Mais finalement, des services, pourquoi? Pourquoi des services? Pourquoi cette servitude du monde biologique et naturel? C'est du travail. Alors, je vous dis très rapidement les 3-4 choses sur lesquelles je suis en train de travailler aujourd'hui, qui vont dans le sens de cette reconceptualisation du monde marin. Donc, mettre le travail au cœur de la biologie. Cela signifie imaginer une chose qui a fait rire certains de mes collègues, mais que je pense que je vais revendiquer. Imaginez un syndicat du plancton. Bon, ça c'est le rire cognitif. Je pense que c'est le rire qui montre cette insatisfaction, peut-être. Un syndicat du plancton. Pourquoi? Parce que nous, on a beaucoup d'idées sur le travail qu'on peut mobiliser. Beaucoup d'idées essentiellement sur la dignité du travail. Travailler, c'est avoir des horaires de travail, des congés payés, être rémunéré de façon congrue, avoir des périodes reproductives qui sont garanties, des congés de maternité, des normes contre l'harcèlement, etc. Et il faut bien noter qu'il s'agit de choses qui ont fait l'objet de dures conquêtes. Ce n'était pas quelque chose qui était donné comme ça. Il y a un siècle, ces choses-là étaient très difficiles. Et ça faisait partie de ce que les philosophes appellent les impensables. C'était impensable de donner des voix à des femmes ou une dignité au travail qui se reflète dans des lois qui protègent la dignité au travail. Donc voilà, je pense qu'il faut aujourd'hui mobiliser cet ensemble de métaphores très puissantes. Nous savons ce que c'est un travail digne, et il faut reconnaître au plancton le fait qu'il est en train de travailler pour nous, qu'il a travaillé pour nous, qu'on est en train de l'exploiter, et l'exploitation n'est pas un rapport correct. Donc les syndicats sont là pour traduire des rapports de force en rapports de droit. Et on a beaucoup d'autres projets en cours. Il y a un projet avec UNESCO et avec l'IRD, l'Institut de recherche sur le développement, pour étudier une voie parallèle qui consiste à donner un droit, une personnalité juridique aux entités naturelles et aux entités géographiques. Et nous, en particulier, on travaille sur la Méditerranée. Donc on fait une étude de faisabilité pour donner une personnalité juridique à la Méditerranée. On a vu des parcours qui ont été faits sur d'autres entités naturelles plus petites, comme des rivières. Il y a le cas classique de la Wanganui en Nouvelle-Zélande. Et donner une personnalité juridique, c'était de l'impensable pour d'autres entités, pour les églises, pour les corporations, il y a une centaine d'années. Mais après, on a pu le faire, et on a vu que les choses ont changé. Ça permet de recadrer des rapports de force ou d'exploitation en termes de nouveau des rapports des droits. Et puis, bon, quand je parlais du plancton, évidemment, je ne suis pas biologiste, donc je ne fais pas des campagnes, mais si, parce que j'ai commencé à travailler avec une association qui s'appelle Plankton Planet, et avec tout un groupe de biologistes de Roscoff. Plankton Planet, vous la trouvez sur le web, c'est très sympathique. Alors, les campagnes océanographiques sont très coûteuses.
un bateau océanographique coûte, je crois, dans les 30-50 000 euros Entre par jour. 35 et 40, maintenant augmente Oui, parce que les non. prix du fuel augmentent. Par jour. Par jour. C'est 30 à 5. C'est l'ordre de grandeur, c'est ça. 30, 50. Tara, qui est beaucoup moins cher parce qu'elle a beaucoup moins de fuel, parce que c'est un voilier. Donc la voile, ça permet d'aller très loin sans utiliser beaucoup de fuel. Ah ben, il faut l'utiliser quand même, mais beaucoup moins. Tara coûte, je crois, dans les 10 000. C'est à peu près 10 000 par jour. Alors, les problèmes, les très importants problèmes que vous avez avec les planctons, c'est qu'il n'y a pas, dans l'optique, il n'est pas très visible. En fait, il est très petit. Et vous voyez des blooms, des planctons, vous avez des choses, des effets très macroscopiques, enfin des explosions de plancton à certains endroits. Mais si vous voulez savoir quelle est la morphologie ou quels sont les types de plancton qu'il y a maintenant au large de Villefranche-sur-Mer, ben, il faut y aller. On ne peut pas faire autrement. On ne peut pas utiliser des satellites. On ne peut pas faire de la science participative simple, comme celle que vous avez. Vous avez plein d'objets de science participative. Je vous conseille de regarder BirdNet, par exemple, qui vous permet en 30 secondes d'avoir les chants d'oiseaux dans les jardins de l'école normale. Et Cornell sait quelle est la biodiversité du jardin de l'école normale. En fait, c'est intéressant parce à chaque fois, ils ont éliminé les petits perroquets. Ils ne reconnaissent pas parce que je crois qu'il y a des algorithmes bayésiens qui excluent qu'il puisse y avoir des oiseaux tropicaux à l'école normale, mais bon, finalement, il y en a, il y a ces soucis-là. Donc là, c'est une chose qu'on ne peut pas faire. Et donc, on a pensé, enfin, les groupes de Plankton Planet a construit des instruments de sciences frugales qui permettent d'équiper des plaisanciers comme moi ou des gens qui ont une petite passion qui vont à des endroits dans lesquels les bateaux océanographiques vont, mais ne pourraient pas aller partout, pour augmenter les maillages, augmenter la densité des observations. Et ça pose des problèmes épistémologiques qui m'intéressent, parce que quelle est la qualité des données qui sont récoltées par des citoyens, même s'ils sont des citizen scientists, des citoyens scientifiques qui font de la science participative, et comment évaluer ces quantités. Et finalement, on a un autre projet qu'on va mettre en place, enfin deux autres projets, un sur les zones économiques exclusives, parce que la mer est territorialisée. Vous avez vu les images que Sabrina Spike vous a montrées, des images dans lesquelles il n'y a pas de frontières. L'océan est un objet sans frontières. C'est un système dynamique unique, alors que notre mentalité terrienne est une mentalité qui trace des lignes sur des cartes pour définir des zones. Mais ces zones ne correspondent à rien, en fait, dans l'océan. Correspondent juste à des influences qu'il faut, à des pouvoirs. Ce sont des rapports de pouvoir qui se mettent en place. Et donc, on veut travailler sur ce type de représentation, voir s'il y a des façons alternatives de représenter, aussi de protéger la mer. Parce que ce qu'on fait, par exemple, aujourd'hui, on fait des zones de protection, des Marine Protected Areas. Et on est obsédé par la protection géographique. Donc, ce qu'on essaie de faire, c'est de protéger une zone géographique bien limitée pour un temps illimité. Nous, on essaie de proposer l'inverse, en fait, de proposer la totalité de l'océan pour un temps limité. C'est exactement l'image spéculaire de ça. Et donc faire des moratoires, par exemple. Tous les 10 ans, on met tout le monde au repos et on essaie de voir si l'océan arrive à se reconstituer. Donc il faut explorer, il faut de l'imagination. La loi est un endroit spécial et très intéressant pour développer une imagination qui est une imagination philosophique, informée par des données empiriques. Et donc là, je pense que pour moi, c'est la fin de mon topo et je ne sais pas si vous avez aussi des questions. Les temps, il est passé plus vite de ce qu'on pensait, peut-être parce qu'on a commencé plus tard, je ne sais pas. C'est déjà 7h30. 7h moins 5, on peut ouvrir à des questions. Oui. Bonjour. Je me demandais au sujet de la dignité des planctons, est-ce que ça pose pas de problème dans le sens où on associe souvent la dignité à la conscience et que le plancton n'est pas un être conscient? Oui, c'est un vaste débat. C'est un vaste débat philosophique et moi je suis complètement d'accord sur le fait qu'on peut prendre ce qu'on appelle une pente savonneuse. Mais là, c'est tout simplement, on est en train de massacrer les planctons. Donc, dignité, on peut discuter sur les termes. On a peut-être besoin d'inventer un nouveau concept ici. On a des concepts qui rentrent dans la discussion sur
sur la dignité de la personne qui ne sont pas vraiment facilement traduisibles, comme en anglais decency. Donc, qu'est-ce que c'est que d'avoir une vie decent? C'est pas très clair qu'il y ait une traduction. Donc, je suis d'accord qu'on pourrait avoir de l'imagination pour trouver d'autres concepts, mais à mon avis, c'est très important de comprendre que là, on a des êtres vivants qui sont en train de travailler pour nous. Et de façon, on les exploite dans une mesure qui est complètement sans demander leur avis. Ils ne peuvent pas nous donner leur avis. Donc on les considère comme une ressource. L'idée de dignité, c'est tout simplement de s'opposer, de faire rentrer dans la conversation le fait que ce n'est pas simplement une ressource. Vous savez, il y a peut-être une centaine de personnes qui sont tuées par des requins chaque année, enfin, entre 10 et 100. Il y a 100 millions de requins qui sont tués par des humains chaque année. 100 millions. Donc, disons, c'est une asymétrie très importante. Le point qui est très important, je crois, spécial dans la présentation de Sabrina Spikes, c'était le fait que le changement climatique commence de façon brutale, accélère, dès qu'on a des machines. Nous, on est une civilisation des machines. Ce sont les machines qui changent tout. Et aujourd'hui, on a des propositions de donner des droits aux robots. Donc, je pense qu'il faut remettre les choses un peu dans une perspective dans laquelle, dans cette conversation, je veux non seulement avoir la discussion sur les droits des robots, mais aussi les droits d'entités naturelles qui n'ont pas forcément conscience. La conscience, on peut discuter d'ailleurs. Bonsoir, du coup, sur cette question de la dignité du plancton, on ne peut pas faire un raisonnement en partant du lien de causalité, le fait que le plancton est une ressource trophique, sans plancton, toutes les chaînes, c'est un maillon essentiel à la base de la chaîne alimentaire dans l'océan, et donc toute la vie dans l'océan s'effondre derrière lui. Donc dans la mesure où le plancton est nécessaire aux autres formes de vie dans l'océan, est-ce qu'on ne peut pas étendre cette idée de la dignité, et du coup, philosophiquement, enfin tout, vu que c'est la base, on enlève la base, tout s'effondre, donc... Je n'ai aucun problème avec ça. Pour moi, l'important, et même si j'ai des collègues ici qui pensent que les animaux n'ont pas de droits, etc., pour moi, l'important, ce n'est pas tellement d'arriver en position philosophique, stable, incassable, d'avoir un débat sur ça. Le problème, c'est de commencer une conversation, de démarrer une conversation sur les rôles très asymétriques que nous avons à l'égard du vivant. Nous sommes dans une position de force. Nous, on a des machines. Ces machines sont en train de racler les fonds marins, sont en train de faire ce qu'elles font, en fait. Et cette position de force est une position qu'il faut reconnaître, et il faut introduire des grains dans la machine pour qu'elle ralentit. Et moi, j'essaie d'introduire des grains conceptuels. Après, vous pouvez me massacrer dans un débat philosophique sur la dignité du plancton. Pour moi, l'important, c'est qu'on commence à en parler. Juste au-delà de la question de la dignité, je ne comprends pas comment le plancton peut travailler. Enfin, est-ce qu'il ne faut pas une intention pour travailler Oui. Il y a des philosophes qui parlent de ça. Oui, mais disons, il y a des esclaves qui travaillaient sans aucune intention de travailler, excusez-moi. Ils avaient même l'intention de ne pas travailler. Et on les a fait travailler pour nous. Donc, Et quid du reste du monde animal, alors? Quid du reste du monde animal? Ça, disons, moi, j'ai des rapports avec une partie du monde animal. Je mange du poisson. Je ne mange plus, en fait. Parce que, est-ce que je dois reconnaître ou pas l'asymétrie qui est donnée par le fait que j'ai des machines à ma disposition? Donc, c'est tout ce que je veux demander. J'aimerais que cette asymétrie soit reconnue dans la conversation et qu'une conversation commence. Après, le point final n'est pas super important. Le point final, c'est qu'on fasse rentrer dans la loi des mécanismes qui rendent plus difficile la considération du vivant simplement comme ressource. Aujourd'hui, c'est que des protéines pour nous, ou des fabriques d'oxygène primaire, ou de carburant. Et surtout, la crise actuelle nous dit qu'il s'agit qu'on les a considérés par erreur comme des hyper-ressources, des ressources inépuisables. Alors que la lumière, la rotation de la Terre, la force de gravité sont des ressources inépuisables à l'échelle humaine, à l'échelle du vivant. La mer ne l'est pas. Les habitants de la mer ne le sont pas non plus. Bonjour. Je voulais savoir
les gaz à effet de serre, est-ce qu'ils restent de manière permanente dans l'atmosphère, ceux qui sont déjà émis, je veux dire, et aussi combien de temps l'énergie thermique accumulée par l'océan mettait à être émise dans l'atmosphère de nouveau? Alors, vous cherchez de comprendre les temps, si on arrête tout, qu'est-ce qui se passe? Donc, les gaz à effet de serre dans l'atmosphère, ça dépend un peu de l'espèce, mais ils durent un certain nombre d'années, qui peut être aussi les siècles. Donc, il faut les absorber, remettre dans les sols, quelque part. Et donc, ça, c'est un peu ce qu'on a appelé dans les rapports du GIEC, quand on parle d'émissions négatives. Donc, on espère qu'il y a une technologie qui est capable d'absorber, de reprendre ces gaz à effet de serre dans l'atmosphère et de redéposer au niveau dans un sol comme n'importe quel déchet. Et après, il y a aussi une activité naturelle. Donc l'océan, il absorbe du CO2, les forêts, c'est pour cela qu'on a beaucoup de débats sur reforester parce que ça absorbe du CO2, etc. Donc il y a aussi des solutions naturelles qui naturellement doivent être prises dans un espace qui permet la vie des humains, mais aussi du reste, parce qu'il y a l'agriculture, etc. Donc c'est les débats qui existent aujourd'hui en Amazon. Et pour la chaleur, l'énergie qui est partie dans l'océan, on peut avoir des cycles qui vont sur les millénaires pour l'océan profond. Et donc, il faudra attendre ces temps-là avant de retrouver cette chaleur absorbée à nouveau dans l'atmosphère. Could I ask in English? Yes, sure. I'm sorry if we were in French. That's fine. I'm wondering about the specificity of this practice of reconceptualization. Is it limited to plankton in that they can be considered sentient beings, sort of? Or is it like also the sun works for us in providing energy, and how generalizable is this? Ça, je peux répondre en français, ou I can answer in English if you prefer. Je ne sais pas ce qu'on doit faire pour YouTube. Est-ce qu'on doit répondre en français ou... So there are things in philosophy which are related to finding definition and looking for counterexamples. And I did it for many years, for decades. I mean, this is what analytic philosophers do all the time. I'm no longer interested in that. I mean, I'm looking into a kind of pragmatic philosophy in which you throw a concept, you see what the changes are the concept produce into practices. And then people come and say, okay, look, the sun, maybe we have to, because it's working for us, fine. Okay, we'll deal with that later. Let's start from the local problem, which is plankton. And then maybe it propagates, maybe it doesn't propagate. Maybe we are happy with the local solution. Reconceptualizations are everywhere in philosophy. It's what philosophers do, basically. And is what people do also outside philosophy, not knowing that it is philosophy. So a simple example is my parents. They were born in 1934, and in 1948, they moved from being subject to being citizens because Italy changed its. So there's been a big reconceptualization of everything for them. What is to be a subject and how you become a citizen. And there have been 2 years of discussion in the constitutional assemblies about what makes a person a subject. So the original constitution of Italy had maybe 100 articles which were concerning the rights of a king, and subjects were just. So this is the typical work that is done in philosophy, is reconceptualizing. The effects. If you want to have a crystal clear definition for something and make sure that it works, it will never go anywhere. And scientists know that. They've been discussing for many centuries about the definition of time, and nothing happened. And then Einstein came and said, well, time is, you cannot define it. You operationalize it. You say time is what a clock can measure. Now, look at what happens when you're trying to synchronize two clocks, which are very different. A lot of things happen. So I'm not at all scared about counterexamples to conceptualizations, definitions. It's a dirty work. Let's get the job done and see what happens.
Bonjour, vous avez parlé de l'acidification des océans liée au CO2. Est-ce que dans les rapports du GIEC ou même parmi la communauté scientifique, il y a une limite à cette acidification? On parle souvent des 2 degrés pour la température. Est-ce qu'il y a un équivalent pour l'acidification? Alors c'est un peu comme aussi les événements extrêmes. Ces vagues de chaleur, par exemple, sont des statistiques, c'est-à-dire on trouve par rapport à la moyenne des pics de chaleur. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est là pour la biologie, pour les mondes marins dans ces cas-là. Et quand on discute avec les biologistes, ils savent qu'essentiellement les espèces s'adaptent. Le problème, c'est la vitesse d'adaptation et par rapport à l'amplitude du signal. Et ça, ils n'ont jamais réfléchi parce qu'ils n'ont jamais été vraiment face à ce type d'extrêmes. Et donc pour l'acidification, il y a des travaux qui sont faits, sont des travaux expérimentaux et qui isolent par exemple du plancton et ils les mettent dans une situation très acide et ils voient qu'est-ce que ça veut dire très acide en termes quantitatifs pour les planctons de manière qu'il est plus capable de se calcifier ou de se calcifie très mal pour ceux qui ont du calcaire. Et donc ça, c'est de l'expérimentation. Il y a des limites pour des espèces définies, mais pas pour l'ensemble de l'écosystème. Donc, c'est encore des travaux qui ont lieu. D'ailleurs, ce n'est pas juste l'acidité qui change, mais c'est aussi la température. Et il y a des espèces comme des poissons qui peuvent s'énaler, d'autres qui sont obligés de rester par la circulation parce qu'ils ne nagent pas et restent là, les coraux, par exemple. Voilà, donc c'est encore un champ très ouvert. Je peux être une petite remarque à faire aussi sur la question de où on va intervenir en tant qu'intellectuel ou philosophe. Les accords de Paris, par exemple, c'est 2015, souverain 15, pour introduire la petite phrase « y compris les océans ». Donc c'est « y compris les océans », c'est 4 mots. Dans le texte des accords de Paris, Tara et la fondation Tara Océan a fait du lobbying pendant 2 ans. Donc ils ont fait. C'est pas juste Tara, hein, sont les... Oui, pas juste Tara, mais je veux dire, beaucoup de... Il y a Monaco, il y a... Monaco, oui, il y a l'Océan et Climat, la plateforme, oui, complètement d'accord. Et donc là, c'est une petite phrase, hein, mais une petite phrase à l'intérieur d'un texte qui n'est pas une loi, mais qui va constituer un cadre de travail pour ceux qui vont faire les lois, peut changer beaucoup de choses. Mais pour arriver, c'est pas immédiat, c'est pas parce qu'on a de l'évidence scientifique, parce qu'il y a un consensus, parce que le travail du GIEC est un travail très spécial, un travail de consensus, c'est la plus grosse machine épistémologique qui n'a jamais été créée. C'est pas parce qu'on a un consensus que les choses ensuite changent. Il faut passer par des cadres, et ces cadres sont très compliqués, c'est des négociations. Le GIEC ne fait pas de recommandations, par exemple, il dit juste comment on voit les choses. Et ça ne percole pas automatiquement dans la prise de décision. Merci. Merci à toutes et à tous.